Bonjour à vous, mes hockey fans. On se retrouve pour un preview de la deuxième série. Cette fois-ci, je m'attaque à la première de l'Est, puisque j'ai déjà fait le preview pour la série qui va opposer les Blues de Saint-Louis aux Wild du Minnesota. Cette fois-ci, on s'attaque aux champions de la métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline, qui vont faire face à l'équipe repêchée numéro 1, les Bruins de Boston. Alors, ces deux organisations, honnêtement, qui sont des organisations qui ont, l'expression va peut-être sonner un peu bizarre, mais qui travaillent fort. Ces deux organisations qui sont prêtes de sacrifier pour le bien de l'équipe, qui ont un système de jeu quand même intéressant. Puis dans le cas très particulier là, des Hurricanes de la Caroline cette année, c'est une équipe qui a été solide au niveau de son plan de match du début à la fin. C'est une organisation qui a gagné le trophée de la meilleure moyenne de buts accordés, mais les deux gardiens, en fait, Anderson, Ranta. Donc, honnêtement, c'est en termes d'organisation et de système de jeu, c'est probablement le meilleur exemple qu'on peut avoir de la saison régulière. C'est les Hurricanes de la Caroline. Ils se sont affrontés un total de 3 fois lors de la saison régulière et à 3 reprises, les Hurricanes de la Caroline ont eu le dessus sur les Bruins de Boston. Ça part fort. Alors, les Hurricanes de la Caroline cette année, c'est 54 victoires, 20 défaites, 8 défaites en prolongation pour 116 points. Une excellente saison pour les Hurricanes. On a donc remporté la division métropolitaine. Du côté des Bruins de Boston, c'est 51 victoires, 26 défaites, 5 défaites en prolongation pour 107 points. Fait que on est quand même à ish là, 3 victoires près. C'est quand même pas si pire que ça en termes de gap. Mais après ça, quand on va dans l'analyse, hmm, ça devient avantageux d'un côté plus que de l'autre, disons. On va dire ça comme ça. Alors, du côté des Hurricanes de la Caroline, ben, cette année, on a connu une bonne saison à peu près à tous les niveaux, autant offensivement que défensivement. Même au niveau des unités spéciales, c'est relativement bon aussi. Fait que, bref, c'est une organisation qui n'a vraiment pas à rougir devant aucune organisation qui se présente en séries éliminatoires, même si ce n'est pas les champions de la saison régulière comme les Panthers de la Floride. Alors que du côté des Bruins de Boston, ben, on va se le dire, c'est une équipe qu'on connaît comme étant professionnelle. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, entre autres en séries éliminatoires. On a rajouté des jeunes là-dedans. Qui sont des jeunes qui ont réussi à très bien s'immiscer au sein du groupe qui est les Bruins de Boston et le corps de leadership qu'il y a en ce moment. Donc bref, c'est une organisation qui a la réputation d'être professionnelle puis d'être dévouée jusqu'au dernier match. Fait qu'il faut s'attendre à ce que ça va être une organisation qui va se battre jusqu'à la toute fin si jamais ils ne réussissent pas à passer au travers des Hurricanes. Alors, moyenne de buts marqués cette année pour les Hurricanes, 3,38, ce qui est excellent. 3,9 du côté des Bruins de Boston. Léger avantage au niveau des Hurricanes, mais une moyenne de buts accordée de 2,44 du côté des Hurricanes de la Caroline, 2,66 du côté des Bruins. Donc, comme je vous l'ai mentionné, les Hurricanes ont remporté le trophée pour les gardiens de but qui ont les meilleures statistiques, donc qui ont accordé le moins de buts en saison régulière. 2,44, c'est la meilleure moyenne de la Ligue nationale au complet. En avantage numérique, on est à 22% du côté des Hurricanes, à 21,2% du côté des Bruins, ce qui est sensiblement la même chose. Là où ça se gâte un petit peu, c'est au niveau du désavantage numérique. 88% d'efficacité du côté des Hurricanes de la Caroline. On est à 81,3% du côté des Bruins de Boston. Pour les Hurricanes, à 88% en désavantage numérique, on est le meilleur désavantage numérique de la Ligue en entier. Alors, c'est une organisation qui compte plus de buts que les Bruins, un peu plus de buts que les Bruins, qui accorde un peu moins de buts que les Bruins. Au niveau de l'avantage numérique, sensiblement la même chose, mais au niveau du désavantage numérique, on peut se permettre de prendre des pénalités du côté des Hurricanes, alors que c'est un peu plus compliqué du côté des Bruins de Boston parce qu'on n'a pas nécessairement le système défensif le plus dominant entre les deux équipes. On s'entend que c'est entre les deux équipes là, que je parle. Là. Au cours des 10 derniers matchs de la saison, les Hurricanes ont 8 victoires, 2 défaites pour un total de 16 points, c'est-à-dire qu'ils ont été récupérés 80% des points qu'ils étaient capables de les récupérer dans la dernière séquence. Alors que du côté des Bruins, on est à 6, 4 et 12 points. Donc on est presque proche du 500 là, pour finir la saison du côté des Bruins. On est à 0,600 pour ce qui est de la capacité d'aller chercher des points en termes de pourcentage. Donc, on a une meilleure fin de saison du côté des Hurricanes que du côté des Bruins de Boston. Puis ça, c'est sans aucun doute. Si on regarde là, dans les 10 derniers matchs des Hurricanes, une moyenne de buts marqués de 4. C'est excellent. 2,90 accordé.
Puis sinon, ben, ça a été plus compliqué au niveau des unités spéciales en fin de saison pour ce qui est de eux. Mais du côté des Bruins de Boston, là, une moyenne de buts comptés de 2,80 versus une moyenne de buts marqués de 4 pour les Hurricanes. C'est quand même un gap qui est très important. Une moyenne de buts encaissés de 2,50. Ça, c'est intéressant du côté des Bruins, par contre. Un avantage numérique dans les 10 derniers matchs de 11,1, c'est catastrophique. Il y a un désavantage de 71,9 en fin de saison. C'est catastrophique pour les Bruins. Fait que les unités spéciales en fin de saison, ça n'a pas été facile là, pour les 10 derniers matchs des Bruins de Boston. Alors ça, ici, c'est un overview des meilleurs joueurs de chaque côté, ou du moins sur un point de vue statistique, bien entendu. Pour ceux qui se posent la question comment va notre ami Kotkaniemi, je pense qu'il y avait comme, sauf erreur de ma part, je pense aux alentours d'une quarantaine de points dans ces eaux-là, ou 30 ou 40 points. Là. En tout cas, il ne fait pas partie du top 5 de l'organisation des Hurricanes au niveau de la production offensive. Alors, au niveau de la production offensive, il n'y a pas vraiment de questions à se poser du côté des Hurricanes. C'est clairement Sébastien Aho qui est la base de cette production-là, autant d'avantages numériques qu'à 5 contre 5. Sébastien Aho, 79 matchs l'année passée, 37 buts, 44 passes pour 81 points. C'est près de 40 buts quand même. Alors, si on regarde de l'autre côté, ici, on a un 40 buts en David Pastrnak, mais on peut rivaliser avec Sébastien Aho assez aisément. On n'a pas une répartition offensive comme on avait avec les Blues, si vous avez regardé mon preview avec les Blues. C'est pas la même chose, mais le système de jeu des Hurricanes, si jamais vous avez regardé des matchs cette année, il referme au niveau du centre de l'enclave. Donc, il referme beaucoup le centre de la patinoire, ce qui fait que les passes transversales sont difficiles à faire à partir de plus ou moins la zone neutre. Fait que c'est une équipe qui se referme rapidement et facilement parce qu'ils sont habitués à leur système de jeu, ils connaissent le rôle qu'ils ont à jouer. Donc, c'est pas une organisation qui a nécessairement besoin d'avoir 2 marqueurs de 100 points. Ils n'ont pas besoin nécessairement de ça parce que c'est une équipe qui réussit à très bien se refermer quand ils n'ont pas la possession de rondelle. Le deuxième meilleur pointeur de l'organisation, c'est Svechnikov avec 78 matchs, 30 buts, 39 passes, 69 points. Donc quand même un deuxième marqueur de 30 buts ici du côté des Hurricanes. Le troisième, ça va être Teravainen avec 77 matchs, 22 buts, 43 passes pour 65 points. Vincent Trocheck, 81 matchs, 21 buts, 30 passes et 51 points. Et finalement, Anthony DeAngelo, l'homme qui a été littéralement chassé par la porte dans l'arrière des Rangers de New York en lien avec des propos racistes. 64 matchs, 10 buts, 41 passes, 51 points. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se rattrape. Et j'assume qu'il se ferme la gueule à cette heure. Il a connu une bonne saison, honnêtement, Anthony DeAngelo. C'est un gars qui a du temps, entre autres, en avantage numérique à 5 contre 5. Fait on y fait confiance du côté des Hurricanes. Puis au niveau hockey seulement, il donne raison à l'organisation d'y avoir fait confiance. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est intéressant pour les Hurricanes. Du côté maintenant des Bruins de Boston, bien Ben Marchand a été le meilleur pointeur en 70 matchs. Il a 32 buts, 48 passes, 80 points quand même pour le joueur vétéran, là, 80 points en 70 matchs, c'est lui qui a la meilleure moyenne de points par match dans les deux équipes. Puis en plus, c'est un gars qui est capable de déranger. En plus, on l'a vu contre le Canadien, il est même capable de défendre son capitaine si jamais on considère que c'est un peu louche le coup qui a été fait. Fait que c'est un gars qui est capable de jouer un peu toutes les sauces du hockey. Et encore une bonne saison pour lui, pour Brad Marchand, 80 points en 70 matchs l'année passée, cette année en fait. David Pastrnak, le jeune David Pastrnak, en début de saison, on parlait que peut-être est-ce que ce serait un gars qui, au niveau de sa carrière totale, pourrait challenger Austin Matthews en termes de buts marqués. Force est d'admettre que je ne crois pas que ce soit le cas. 40 buts, c'est quand même excellent pour David Pastrnak, comprenez-moi bien. Mais Austin Matthews en tout cas, cette année, Austin Matthews était vraiment une classe à part là, au niveau des buts marqués. Alors, David Pastrnak, l'année passée, 72 matchs, 40 buts, 37 passes et 77 points. Patrice Bergeron, troisième meilleur pointeur de son organisation. Quand même, 73 matchs, 25 buts, 40 passes pour 65 points. 65 points en 73 matchs. Puis, entre autres, c'est l'un des meilleurs joueurs au niveau des mises au jeu de toute la ligue. Il y a une efficacité au niveau des mises au jeu pour l'ensemble de la saison de 61,9%. Que tu aies des mises en jeu importantes à prendre, offensivement, il est capable de faire des points. Défensivement, c'est un gars responsable. Tu peux l'utiliser partout et tout le temps. Et c'est pas pour rien qu'il y a un temps d'utilisation qui avoisine les 19 minutes, le 18 quelque chose dans le cas de Patrice Bergeron. Malgré son âge, il est encore très utilisé et un des joueurs les plus importants de son organisation, en plus d'être le capitaine, donc d'être le cœur de ce corps de leadership-là. Par la suite, on a à la quatrième position Taylor Hall, 81 matchs, 20 buts, 41 passes, 61 points. On s'entend qu'on n'est plus à la production des Devils du New Jersey, là, mais quand même, 61 points en 81 matchs, c'est quand même très bon. Puis ça fait des bonnes premières lignes. C'est ça qui est intéressant.
Fait que, tu sais, ici, tu as la fameuse dite meilleure première ligne de la ligue ou sinon la deuxième meilleure, là, parce que c'est tout le temps la compétition avec celle du Colorado. Mais quand même, tu sais, ça donne une bonne option sur ton deuxième trio, puis sur peut-être même sur une première vague. Je ne sais pas exactement comment ils l'utilisent en avantage numérique, mais c'est quand même une bonne option offensive dans le cas de Taylor Hall. Puis c'est un gars qui peut toujours être intéressant parce qu'il est capable de marquer plus que ça. Ça, j'en suis convaincu. Et par la suite, on a le jeune défenseur qui est déjà le général à la défensive chez les Bruins, Charlie McAvoy, qui est un gars qui est capable de jouer costaud, mais qui est capable de produire offensivement aussi. 78 matchs, 10 buts, 46 passes pour 56 points pour Charlie McAvoy. Donc, ça a été une très bonne saison pour lui dans son ensemble. Fait que si on regarde au niveau du top 5, c'est quand même pas si dramatique que ça. Mais au niveau des performances d'équipe, net avantage aux Hurricanes de la Caroline. Le point que je trouve hyper intéressant du côté des Bruins de Boston, c'est qu'on a un tandem de gardiens parfait. Je vous explique pourquoi tantôt. Au niveau des gardiens de but, maintenant, on va y aller avec les Hurricanes de la Caroline. Dans le cas de Frédéric Anderson, il a connu une excellente saison cette année. Là, pour ce que j'en sais, il manque le premier match, mais je pense qu'il devrait être là pour les matchs qui vont venir. La raison pour laquelle, sur mon Bracket Challenge, à la coupe.ca, j'avais marqué gagnant les Bruins de Boston et non les Hurricanes, parce que je pensais qu'Anderson allait manquer toute la première ronde. Alors, je pensais pas qu'il allait être là. Puis Antti Raanta est plus fragile. C'est un gars qui a même tendance à se blesser, mais qui est peut-être moins performant que l'a été cette année, Frédéric Anderson. Donc, si Anderson n'était pas là de la série, j'avais un doute avec les Hurricanes. Mais dans la mesure où là, il pourrait être là même pour le deuxième match, en espérant qu'il soit en santé, bien entendu, qu'il ne précipite pas son retour. C'est un gardien de but qui a très bien fait cette année, Frédéric Anderson. 52 matchs, 2,17 en termes de moyenne, 922 d'efficacité. Une très très bonne saison pour Frédéric Anderson. Et par la suite, en termes de deuxième gardien de but, on a Antti Raanta, 28 matchs, 2,45, 912. Du côté des Hurricanes, on croit encore à cette idée-là de starter backup. Donc, on a un partant, puis on a un auxiliaire du côté des Hurricanes de la Caroline. Alors que du côté des Bruins, on opte vraiment pour la philosophie tandem. Puis tandem parfait dans le sens 41-41. On se partage les matchs du côté des gardiens de but à Boston. Puis un point qui est super intéressant, vous les avez assurément vus lors des highlights ou lors des récapitulatifs de matchs, mais célébration d'après-match. Hein? Linus Ullmark, mettons que c'est lui qui était gardien de but d'office. Il gagne le match. Swayman y arrive. Gros câlin. Bang! Mais il y a une complicité entre ces deux gardiens-là qui fait que ça te donne une compétition amicale à l'interne. Les deux gars veulent être performants parce qu'ils se challengent un peu mutuellement l'un et l'autre. Mais en plus, c'est une compétition qui est saine. Parce que les deux gars s'aiment bien. Les deux gars s'entendent bien. Alors, les Browns, il n'y a aucune difficulté, là, dans le sens que si Ullmark ne sort pas fort, on se sent 100% à l'aise d'y aller avec le jeune Swayman. Aucun problème avec ça. Du côté des Browns, pas de point d'interrogation. On peut être peut-être un petit peu plus frileux. Encore là, c'est vraiment pas catastrophique, le Raanta, là. Mais disons qu'au niveau technique, des fois, il est un peu aléatoire. Compte, là, mais ça. Détail. Mais c'est ça. On peut peut-être être un petit peu plus frileux si on passe de Anderson à Raanta. Mais du côté des Browns, on a deux gardiens solides, point. Voilà tout. Alors, du côté de Linus Ullmark, 41 matchs, 2,45 en termes de moyenne et 917 d'efficacité. Fait que c'est là où vous voyez que, tu sais, moyenne de 2,45 versus 2,17, Anderson a connu une bonne saison cette année. 922 d'efficacité, 917, on est quand même pas tant loin. Dans le cas de Jeremy Swayman, 41 matchs également, 2,41, 914. Fait que vous voyez que les statistiques des deux gardiens se ressemblent vraiment beaucoup. 2,45, 2,41, 9,17, 9,14. On est proche, on est vraiment proche. Jeremy Swayman, là, c'est de la crème de jeune gardien de but, ça. Là. C'est de la crème. Alors, une chose que j'ai oublié de mentionner, mais que je trouve vraiment très intéressante, c'est du côté des Hurricanes, il y a littéralement juste deux joueurs dans le différentiel plus-moins qui sont dans le négatif. That's it. Juste deux. Puis ces deux joueurs-là, si on cumule l'ensemble des matchs qu'ils ont joués au cours de la saison, ça donne 3 matchs joués. Fait que ça veut dire que tous les réguliers de l'organisation, en termes de différentiel plus-moins, sont soit dans le positif ou à 0. Le plus bas qu'ils sont, c'est 0. Fait que quand je vous dis le système de jeu des Hurricanes, là, il est parfait. Fait que c'est une organisation, honnêtement, que avec un bon leadership de son entraîneur, Ron Francis, c'est un gars qui aime placoter, il aime se motiver ses gars. On a un bon
core de joueurs aussi qui ont du fun ensemble, qui sont amis ensemble. Euh, un fait qui est un fait anecdotique, c'est que si Anderson manque plusieurs matchs, Antti Ranta est d'origine finlandaise, puis il y a quand même plusieurs joueurs finlandais, on peut penser entre autres à Otavainen, même Keke, mais ils le voient aussi comme leur papa. Et c'est des gars qui sont importants dans la formation, ce qui fait qu'on peut croire que la formation va se refermer alentour de Ranta pour essayer de le protéger le plus possible. Mais ça, c'est vraiment une grosse spéculation. Mais tout ça pour dire, c'est que l'organisation des Hurricanes a vraiment une structure qui est une structure efficace. Donc, ça va bien offensivement, défensivement, à tous les niveaux. On n'a pas de marqueur de 100 points, mais toute l'équipe joue bien ensemble. Du côté des Bruins, c'est à peu près le même genre de choses. C'est sûr qu'on a des gars qui se démarquent peut-être un petit peu plus. Aho va se démarquer un petit peu plus, ou sinon Marchand, peut-être même Pasternak vont se démarquer un peu plus. Mais de manière générale, c'est deux équipes qui sont bien balancées. Du côté des Bruins, j'adore le professionnalisme de cette équipe-là. Année après année, c'est une équipe qui est compétitive, puis on ne doit jamais les compter comme battus. C'est une équipe qui va se battre jusqu'à la fin. Dans le cas des Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qui est tellement efficace dans son exécution. C'est une équipe qui est opportuniste. C'est une équipe qui est elle est belle à voir aller. Fait que ça risque d'être une série quand même assez intéressante, mais il reste que à la fin de la journée, on a quand même beaucoup d'avantages du côté des Hurricanes versus du côté des Bruins de Boston. Alors au niveau de mon bracket challenge sur alacoupe.ca, j'y avais été avec les Bruins en 6. Là, je vais plutôt y aller en sachant que Anderson devrait jouer la série. Je vais plutôt y aller avec les Hurricanes en 6. Faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien de matchs dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas. On y fait un j'aime, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Abonnez-vous, activez la petite cloche aussi, parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries 2022. Restez connectés. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et on se revoit très prochainement.